Bienvenue dans Inspiration Créative, le podcast qui part à la rencontre des créateurs les plus fascinants pour comprendre leur chemin hors des sentiers battus, leur processus créatif, mais aussi leurs doutes et leurs échecs. Dans ce nouvel épisode, je suis allé à la rencontre du génial Nicolas Bernot. Nicolas, c'est un acteur, auteur et réalisateur bourré de talent. Il a passé plus d'une dizaine d'années à affiner son art dans le théâtre classique et les courts-métrages avant de rejoindre le Lab, puis Golden Moustache. Il a depuis sorti des réalisations incroyables, que je vous invite d'ailleurs à aller voir, comme Puzzle, Papillon, Jojo ou Détestable. Avec Nicolas, on a abordé des sujets que j'avais encore jamais eus avec certains invités du podcast. La question de tout arrêter, l'intégrité et la séduction du créateur, mais aussi comment surmonter ses doutes. Avant de laisser la place à l'épisode, je voulais vous faire un petit message. Chaque lundi, j'envoie un email dans lequel j'aide tous les créateurs à produire, promouvoir et profiter de leur création. Alors si vous avez envie de créer et progresser, rendez-vous sur kiliantalin.com/inspiration ou cliquez directement sur le lien en description pour faire partie des gens qui reçoivent cet email. Bonne écoute! Salut Nicolas! Salut Kylian! Comment tu vas en cette période un peu spéciale? Ça se passe... disons que ça se passe assez bien par rapport à ce que vit une partie de la population. Disons que je suis pas seul en confinement, je suis avec ma copine. L'appart est plutôt agréable à vivre, le quartier un petit peu moins, mais ça va. Et puis surtout, on a de quoi se payer nos courses. Ce qui est positif. Donc ouais, il y a un petit côté un peu retour aux sources. Après, voilà, on angoisse pas mal pour l'avenir. Ouais. Forcément, étant déjà dans un métier incertain, le reste du temps, là, c'est plus qu'incertain, c'est le flou total. Donc je passe par des phases où j'angoisse dessus, puis par des phases où je me dis en fait tout le monde est un peu dans la merde, donc profites-en pour te dire que t'as l'occasion de peut-être moins stresser sur ça. Je sais pas si tu le sens aussi dans l'ambiance un petit peu qu'on a. Il y a certaines personnes ou certaines choses qui nous poussent justement à nous arrêter complètement. Ouais. Et à la fois, on a l'impression de vivre un moment unique et on se dit aussi que c'est peut-être le moment d'initier d'autres choses. On parlait tout à l'heure avant de commencer de ton couple d'amis qui initie des petites parodies. Ouais, exactement. Ça va faire naître des choses qui existaient déjà dans les personnes qui sont créatives le reste de l'année, mais moi, pour le coup, ça crée l'effet inverse. C'est-à-dire que là, j'ai rien du tout. J'arrive à rien écrire, à rien produire, entre guillemets, si ce n'est être un relais, un passeur à ma toute mini échelle de j'ai aimé tel film, je vous en parle, j'ai aimé telle musique, c'est ce que je vois. Partage, et j'ai aimé tel roman, tel auteur, et puis je vais vous lire les premières pages. En fait, c'est intéressant, on en parlait avec Yacine Bellous, c'est que ça nous rappelle aussi à quel point on est les artistes, ou en tout cas le divertissement, la culture, on est un élément indispensable d'une société qui va bien. Mais quand la société va très très mal, on en a encore plus besoin. On a d'abord besoin de médecins dans de bonnes conditions, d'hôpitaux qui fonctionnent bien, et de politiciens qui prennent leurs responsabilités. Et c'est intéressant parce que ça fait redescendre aussi un peu l'ego sur la véritable fonction qu'on a. T'as l'impression que ça vient de l'ambiance générale qui te met dans cet état d'esprit, ou qu'est-ce qui te bloque? Moi, je crois qu'il y a une part juste liée au traumatisme, en vérité. Ouais. Tu n'es que face à ce que tu as réussi à produire juste avant, à sortir de toi, ou ce que tu vas sortir maintenant. Et je crois qu'il faut accepter aussi, comme dans toute création, il y a quand on veut écrire, faire une peinture ou faire une chanson sur quelque chose qu'on a vécu de fort, que ce soit dans la joie ou dans le drame, ça passe par un petit temps de recul pour écrire. Il y a ce qui est du domaine du premier jet qui peut donner des choses fantastiques, mais il y a aussi parfois comme quand on perd quelqu'un ou qu'on a vécu un drame, on dit putain mais je comprends pas, j'arrive même pas à pleurer. Moi je pense qu'il y a un délire aussi un peu comme ça, c'est que là on est traumatisé, on est fragile déjà, donc on sait que si on s'active pas, si on fait pas moi ce que j'appelle si on frotte pas les silex, on peut disparaître très vite. Et là c'est intéressant parce qu'on se dit mais on disparaît pas, juste on se met un peu en silence parce qu'il y a besoin que la parole d'autres choses soit plus forte que la parole de nos égos qui essayent de trouver une créativité dans un monde qui perd quand même du sens sur plein d'aspects plus primordiaux encore que notre propre créativité. Donc il y a mais je te dis ça hier, moi je remets en question le fait de vouloir continuer ce métier très régulièrement, et ces derniers temps, depuis on va dire que c'est récurrent depuis les 2-3 dernières années, et c'était très très récurrent là dans ma tête de vouloir arrêter jusqu'à ce que ça nous tombe dessus. Et là, c'est intéressant parce que je continue à me dire que peut-être que là, c'est vraiment un signe qu'il faut que j'arrête,
pas que j'arrête parce que je serai jamais du jardin. Peut-être que j'arrête pour commencer autre chose. Mais c'est c'est un peu vertigineux quand j'y pense un petit peu trop longtemps. C'est un truc que je voulais aborder un peu avec toi. Je trouve que c'est toujours, quand on crée quelque chose, et c'est ton cas aussi en ce moment, et avec les questions que tu te poses, il y a toujours la question de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Exactement. Et dans des périodes comme ça, encore plus, tu peux te poser la question, qu'est-ce qui nous donne l'énergie de créer ? La notion de nécessité, tu vois, au sens strict du terme. Qu'est-ce qui ne peut pas ne pas être, tu vois. La nécessité de raconter quelque chose, la nécessité de faire quelque chose. Et en gros, on s'enveloppe toujours dans une licence un peu comme ça, poétique ou philosophique, pour dire, moi j'ai la nécessité de créer. Et puis bah parfois on se dit non, en fait là je me rends compte que j'ai la nécessité de manger à ma faim et d'être en bonne santé. Et ça je l'avais perdu de vue, tu le perds de vue. Mais du coup ma question je peux la mettre aussi dans l'autre sens, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui te pose la question d'arrêter de créer ? Bah en fait c'est les mêmes, pour moi c'est une pièce c'est les deux faces d'une même pièce en fait en vérité. C'est qu'à un moment donné on est persuadé qu'on crée parce qu'on en a besoin et à un moment donné on se dit mais non je crée parce que j'ai l'impression que c'est ce qu'on attend de moi. J'ai d'abord la vocation d'acteur. La réalisation, l'écriture, c'est quelque chose qui ont toujours été là dans ma tête. L'écriture, en tout cas, beaucoup plus. J'ai toujours écrit en même temps que j'ai joué. Ouais. Parce qu'il faut quand même préciser que toi, tu viens beaucoup du théâtre au début. Ouais, complètement. Quand j'ai commencé le théâtre, j'ai commencé aussi à faire beaucoup de courts-métrages avec mon meilleur pote, Nan Fakes. Dès qu'on avait un temps de libre, entre nos cours de théâtre et mes cours à moi, parce que moi j'avais 17 ans, lui 23, on trouvait un moment, et lui il en trouvait un en tout cas pour créer des rendez-vous, pour faire des courts-métrages, des fictions, des fausses pubs, des parodies. Donc j'ai toujours eu un rapport à ça très tôt, mais effectivement au départ c'est plus le théâtre qui m'a ouvert un peu les portes. Et tu écrivais déjà à l'époque ? J'écrivais à l'époque, ouais. Même quand j'étais au lycée, au collège, au lycée, avec un autre très bon ami de l'époque, on s'envoyait des nouvelles, on écrivait des débuts d'histoire, on écrivait des sketchs, je me filmais chez moi à 15 ans avec le caméscope des parents, avec 2-3 potes de classe, et on faisait des sketchs, des parodies, des fausses émissions. Enfin voilà, j'ai toujours été tourné quand même vers ça parce que j'ai été élevé par mon père, ma mère, mon beau-père, ma tante et tout, mais mon père était comédien, ma mère faisait du théâtre avec lui dans leurs jeunes années, et moi j'ai vraiment grandi. Et sans faire le cliché, j'ai des souvenirs où je m'endormais tard le soir sur les petits fauteuils en feutrine rouge des cours de théâtre de mes parents, et j'étais un peu la mascotte un peu du cours. Donc j'ai toujours baigné dans ça, mais toujours baigné dans le cinéma aussi, beaucoup. De bouffer des films, de parler des films, de dire tiens il faut que tu vois ça, ah mais il est trop petit, mais non regarde c'est intéressant. Donc oui, j'ai toujours eu un rapport à ça, à l'audiovisuel, très très tôt. Mais j'ai pas osé me lancer avant longtemps. C'est-à-dire que les choses que j'écrivais, je les jouais éventuellement sur scène, mais l'écriture scénaristique, l'écriture en tout cas fictionnelle, audiovisuelle, c'est venu beaucoup plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à un moment pour switcher et te dire ok, je me lance, je m'autorise à le faire ? C'est les opportunités, clairement. En vérité, je savais que je finirais par le faire, puisqu'avec mon meilleur pote qui est réalisateur, qui l'est toujours, on a écrit plein de projets ensemble, dont un qui j'espère verra le jour là quand on ressortira juste après ça. Mais voilà, je savais que ça finirait par arriver, mais là c'était une opportunité. J'étais chez Golden, j'étais un peu un acteur de cœur pour eux parce que ils me prenaient régulièrement dans des sketchs. Et pendant un an, Vladimir Rodionov, qui était donc le directeur artistique à l'époque, me disait mais viens en réunion d'auteurs, je suis sûr que t'as des trucs à dire. Et puis j'ai un peu tergiversé pendant un an, puis ensuite le lab s'est créé, et le lab ça me paraissait un bon endroit avec moins de pression puisque c'était pas une diffusion YouTube pour tester en fait, pour confronter ce que j'écrivais ou ce que j'avais envie de dire à des gens qui avaient a priori de la sympathie pour moi et de la camaraderie, mais qui étaient pas non plus là pour me faire des cadeaux si ça leur plaisait pas. Et du coup, bah ça s'est plutôt bien passé. J'ai pris confiance et puis j'ai développé. Je me suis rendu compte en gros que j'avais une patte, mais c'est pas forcément quelque chose que tu maîtrises ou que tu calcules, et c'est pas quelque chose que je maîtrise du tout encore. Hein, mais quand j'écrivais quelque chose de vraiment sincère et intègre, c'était plutôt teinté de mélancolie. Et là, je remercie vraiment mes potes comme Flaubert, comme Navo, qui m'ont encouragé dans cette voie-là. Et du coup, ça m'a permis de prendre confiance. Maintenant,
c'est une confiance qui est relative parce que je suis pas une machine de guerre en termes de rendement d'écriture. Maintenant, si j'ai un cadre et qu'on me donne une deadline, je fais ce qu'il faut, hein, bien sûr, mais j'écris par impulsion. Il y a des gens qui écrivent par gymnastique, c'est-à-dire qui s'infligent une rigueur d'écriture tous les jours. Et j'admire ça parce que ça, c'est une vraie démarche d'auteur. C'est pour ça que moi, je dis souvent que je suis acteur-auteur, ça n'a pas de problème, mais je suis un acteur qui écrit. Je trouve qu'on a toujours l'impression qu'il faut absolument avoir cette rigueur pour être soi-disant un auteur, un écrivain, alors que tu peux aussi avoir ta façon de faire qui est celle de, pour t'alimenter, pour alimenter ton écriture, t'as besoin de faire plein d'autres choses et justement de pas avoir cette gymnastique précise quotidienne, quoi. Bien sûr, mais en vérité, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que l'écriture, c'est aussi un muscle. Tu peux être un génie, tu peux avoir un style incroyable. S'il n'est pas alimenté par ce que tu vis et s'il n'est pas alimenté par une volonté permanente de l'aiguiser, de le remettre en question, tu peux aussi te reposer sur tes acquis, avoir une fulgurance et puis après, plus du tout. Et finalement, derrière les gens qu'on pense avoir eu un trait de génie, il y a énormément de travail. Il y a énormément de remise en question, même au-delà de ce que toute personne sévère autour de ces personnes-là pourrait être. Et c'est ce qui fait que certains se transcendent tellement que même quand ils délivrent au monde un chef-d'œuvre, eux, par contre, ils le regardent comme un truc raté. Donc ça, après, c'est des degrés encore hautes, mais je pense qu'il faut les deux. Moi, je suis plus dans un truc où je me dis qu'il faudrait que je me fasse plus violence parce que écrire un scénario, c'est un vrai métier. Donc, il y a ce côté un peu autodidacte qui fait que j'ai un bon feeling, mais ensuite rentrer dans le vif du sujet, de l'écriture, de gérer le rythme d'une dramaturgie, d'une narration, c'est là que je me rends compte que il faudrait que je sois plus dans cette rigueur et presque même scolaire pour mettre mon style entre guillemets, pour aiguiser mon style avec une technique. C'est un peu comme dans l'art pictural, c'est-à-dire que bien sûr qu'on a tous envie d'un seul coup d'être Picabia ou de créer le cubisme comme Picasso, mais finalement, pour prendre Picasso, ils sont d'abord passés par quelque chose d'académique, de figuratif, pour se dire voilà, je sais faire et du coup je sais défaire. Et là, moi, je crois que je suis dans un truc un petit peu de je sais défaire, mais est-ce que je sais faire vraiment ? Ça peut marcher comme ça peut être le fiasco total. Mais parfois, le fiasco total, il remet pas en question l'idée. Il est remis en question par un principe pour moi fondamental de respecte la discipline. Tu as écrit et il y a des choses qui émanent de cette écriture qui sont transmissible en termes d'émotion, mais t'aurais pu aller plus loin, t'aurais pu avoir un propos peut-être plus puissant si tu l'avais assis sur une technique pure d'écriture, d'étudier l'écriture scénaristique, etc. Donc là, je sais que moi, par exemple, la prochaine étape, si je dois un petit peu approfondir le travail dans l'écriture et donc dans la création, ça va être de me confronter d'une manière plus scolaire à ce que c'est que la construction scénaristique, pour mettre mes idées au service de quelque chose de plus structuré. J'ai peut-être aussi là l'occasion, mais je le fais pas, hein, je joue aux jeux vidéo, je suis en pyjama, mais j'ai peut-être aussi l'occasion là de structurer peut-être ce qui existe déjà dans ce que je commence à faire, pour être un peu plus armé, aller peut-être plus loin dans ce que je fais. On a spontanément envie de laisser parler ce qu'on appelle la créativité. Donc ouais. Go, on y va, on lance et c'est un peu, tu lances ta canne à pêche et tu espères qu'il va se passer quelque chose, quoi. Exactement. Et en fait, ce que tu dis, c'est comment une fois que tu as fait ça, tu peux arriver à défaire et arriver à construire ça sur quelque chose qui peut être un peu théorique, là où tu dois retourner à l'école et apprendre et construire sur une technique beaucoup plus précise, parce que tu vas pouvoir l'expliquer et potentiellement pouvoir le répéter aussi. Et ça, c'est très fort et on pense pas assez à ça quand on crée, j'ai l'impression. En gros, il y a un pote à moi, quand j'étais en post-prod de puzzle, il m'a donné ses retours. Il m'a dit, en gros, la difficulté quand on crée, c'est pas de faire, c'est de savoir retirer des choses. Et en gros, quand un enfant prodige, je sais pas, couche sur la toile quelque chose, ça va être magnifique parce qu'il va y avoir cette espèce de candeur dans ce qu'il fait. Et à la fois, si on lui disait qu'est-ce que tu retirerais pour que ce soit un truc qui puisse traverser les âges, je pense qu'il serait bien normal de savoir quoi retirer. Et en gros, savoir quoi retirer, c'est savoir du coup ce qui est en trop. C'est comme la cuisine. On a toujours peur de perdre sa liberté quand on crée, mais on la brandit tellement qu'on se rend pas compte que apprendre la technique, apprendre la rigueur, c'est au contraire avoir une liberté encore plus puissante, qui s'appuie justement sur des fondations plus solides. Ouais, on a envie d'oublier les règles, mais elles te permettent aussi de peut-être de sublimer ce que tu fais. Il faut savoir à quoi tu échappes, sinon t'es juste en fuite. Tu prends pas ta liberté, tu fuis. C'est-à-dire que si tu ne regardes pas en face le carcan, tu ne sais pas comment poser les fondements de ta liberté absolue, comment savoir sur quoi tu ne veux pas faire de compromis.
alors que peut-être dans ces règles, il y a des outils qui t'aideront à être encore plus libre. Et donc, dans la créativité particulièrement, on a un côté de mais non, mais moi j'ai pas fait d'école, mon école, moi c'est l'instinct, c'est le cœur, c'est observer les gens, c'est regarder la rue, la vie. Et tu dis bah ouais, ok, c'est cool. Si t'es un génie, c'est génial parce que bah voilà, les génies pour moi c'est ça. C'est tu dis bah je suis Charlie Chaplin, je vais faire du cinéma avec des caméras qui pèsent 1 tonne, avec l'argent qu'il faut chercher partout. Et si t'as pas le billet, t'as pas la pellicule, donc t'as pas de film. Et le mec, voilà, il te fait des chefs-d'œuvre où il chapeaute tous les postes. Même aujourd'hui, avec des moyens, j'aurais peur de faire ce qu'il fait. Donc il y a un truc où voilà, pour moi les génies c'est ça, c'est des gens qui ont peur de rien et qui on pense qu'ils sont profanes, mais en fait ils ont déjà tout ingéré et digéré et compris des règles. Et c'est juste ils les cassent, pas par insolence, ils les cassent parce qu'ils les ont déjà compris. Et pareil pour Van Gogh, qui est évidemment un peintre que j'admire et que j'aime et qui me touche énormément. Il y a des phases de lui où c'est très figuratif, mais il est dans la recherche de son style, et à un moment donné, quand il le trouve, là, à ce moment-là, plus rien ne peut l'arrêter sur sa prise de liberté. C'est de dire, mais je suis passé par là où vous êtes. J'ai fait mes classes, j'ai observé, et je sais que c'est pas là l'endroit où je suis libre. C'est pas là l'endroit où je suis heureux. Les révolutions peuvent se créer que si on connaît les rouages de ce système, si on les subit et si on les vit. Sinon, c'est extérieur, ça n'a pas de sens. Et justement, toi, t'aurais pas peur, si tu t'arrêtais maintenant, de ne pas avoir été au bout de la recherche de ton style et de la liberté, de ton type de liberté? T'aurais pas peur si t'arrêtais de ne pas la trouver? Ben parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la nécessité, c'est est-ce que je fais les choses pour les bonnes raisons? Quelles sont tes raisons? Bah, j'en sais rien, justement. Par moment, je me dis, est-ce que j'écris parce que d'un seul coup, je suis animé par une histoire que j'ai absolument envie de transmettre, ou est-ce que j'écris parce que j'ai absolument envie de me servir à un personnage qui pourra, d'un seul coup, créer un déclic, un désir chez des personnes, chez des décideurs, pour me prendre enfin dans un personnage à la hauteur de ce que j'estime de la place où je veux être. Tout ça se mélange, en vérité. C'est-à-dire que je crois que c'est plus sain quand on est un peu à l'aise et qu'on se dit tiens, je vais me lancer dans ça, je vais me mettre en danger maintenant que je suis un peu plus en sécurité à l'endroit, parce que je sais que cette mise en danger va me rendre plus fort ou me faire grandir. Mais je sais que tous mes potes là qui sont créateurs de contenu, qui se démènent comme des dingues à coups de projets de série, de pilotes, de tout ce que tu veux, et qui jouent dedans. Et je pense que c'est pas toujours conscient, mais ils servent aussi d'abord l'acteur ou l'actrice qu'ils sont dans ce qu'ils font. La seule chose que j'essaye de m'infliger, c'est que j'accepte cette partie-là. J'essaye vraiment, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis pas si productif que ça au final, mais tout ce que je sors de moi, en tout cas, que ce soit Jojo, Détestable, Puzzle, Papillon, ce sont des choses qui me représentent intimement. On le sent, nous, en tant que de l'autre côté de l'écran, de l'autre côté de la vidéo, on sent que t'as une volonté de faire, je sais pas si c'est le bon mot, mais de faire les choses bien, et on le voit dans ta manière de toucher. Je trouve que dans les sujets que t'abordes, dans les émotions que t'essaies de transmettre, il y a quelque chose de touchant et parfois poétique aussi, qui montre que tu fais pas ça par recherche du succès, mais par recherche de qu'est-ce que tu peux apporter de vrai, quoi, et de sincère. Je pense que c'est plus facile de le voir parce que j'aborde des sujets graves. Mais quand je parle d'intégrité, je parle même de l'humour, tu vois. C'est-à-dire que là, effectivement, moi, une manière d'être intègre, c'est de me dire, bah, j'assume le fait que j'ai envie de transmettre cette histoire-là parce qu'elle m'a touché d'une manière personnelle et que peut-être dans la forme, dans le traitement, il y a quelque chose qui touchera d'autres gens, tu vois. Mais c'est d'abord on le sait, enfin ça c'est déjà dit et redit, mais on fait d'abord les choses pour soi. Enfin, c'est-à-dire que le créateur est d'abord égocentrique, égoïste. Il fait quelque chose parce que ça lui permet soit de créer une catharsis, soit de lâcher quelque chose. Donc il y a un rapport un peu égoïste. Maintenant, oui, j'essaye d'être intègre. Je suis pas en séduction, ça c'est sûr. Mais comme je suis aussi un acteur qui essaye au maximum, même si je fais pas toujours des choses qui me grandissent artistiquement en tant qu'acteur, mais quand je suis sur le plateau, j'essaye au maximum d'être intègre avec le respect que j'ai pour ce métier. J'ai envie, en tout cas, de continuer à expérimenter la réalisation, la mise en scène, la direction d'acteur et l'écriture. Et je remets en question grandement mon premier métier, c'est-à-dire le métier d'acteur, parce que c'est un métier qui dépend beaucoup trop du désir de l'autre et qui rend très malheureux quand ce désir est pas, en tout cas, quand on ne se sent pas désiré dans les endroits où on rêve d'être désiré, ou quand on se sent un peu oublié par des familles qu'on pensait être fidèles, etc. En fait, on prend trop tout. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut être égocentrique
mais pas égoïste. C'est-à-dire que être le centre de quelque chose, mais qui permet à toutes les personnes qui sont dans le cercle d'en ressortir grandi, ça me dérange moins. Mais il y a un truc qui rend les acteurs égocentriques et égoïstes. C'est-à-dire que égocentrique, c'est la base. Égoïste, c'est les inconvénients, c'est la dégradation en fait de ça, pour moi. Et je sens que ce métier, de par son caractère incertain, très aléatoire et paradoxal, pour moi, en tout cas là, dans ma carrière depuis quelques années. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que des gens me reconnaissent dans la rue, je signe des autographes, mais le cinéma ne m'ouvre pas tant les portes que ça. Et même sur Internet, au final, si je crée pas un peu mes propres choses, je fais des petits guests à droite à gauche qui sont très sympathiques, où je viens dire 3-4 phrases, faire un personnage et puis je repars. Mais c'est un peu ce que tu dis dans Jojo d'ailleurs. Il y a un moment où tu dis, je sais plus la phrase, mais on a l'impression d'être regardé. D'être regardé sans être vu, ouais, parce qu'il y a vraiment ce sentiment-là. C'est-à-dire que moi, on me voit partout, à la fois on me voit nulle part. C'est-à-dire que on me voit dans des vignettes de sketch qu'on voit, qu'on digère et qu'on oublie très rapidement. Et du coup, comme il y a du volume, on se dit, il fait plein de trucs, mais au final, dans ce qui dure, dans ce qui reste sur la longueur, ça c'est un déjeuner de soleil. Il y a quelque chose aussi pour moi qui est très particulier, c'est que j'ai pas à me plaindre au final parce que j'arrive à me débrouiller pour gagner à peu près ma vie et à renouveler mes heures, mais c'est assez fou parce que je pense qu'il y a peu de gens qui pensent que j'en suis à compter mes heures pour les renouveler. Parce que ils voient ma tête en vignette très régulièrement sur les réseaux sociaux. Et voilà, mais il y a un truc très particulier de je sais que je peux faire des choses plus intéressantes et moins limitées que ce qu'on me donne. Et du coup, je me dis je vais me les écrire. Et c'est là où je me dis mais est-ce que c'est la bonne raison d'écrire quelque chose? Voilà. Je me dis peut-être qu'il faut que je me débarrasse du fait d'être acteur pour me débarrasser de cette mauvaise intention de créer, cette mauvaise intention d'écrire, de pas écrire les choses pour me servir moi, d'écrire et de mettre en scène pour servir peut-être d'autres acteurs, d'autres artistes, et que ce tout-là soit quelque chose qui soit transmissible et intègre et égocentrique mais pas égoïste. C'est-à-dire que c'est égocentrique parce que ça part de moi, mais c'est pas égoïste parce que ça ne sert pas que mes intérêts. Et effectivement, moi, je le vis de moins en moins sereinement. Donc, il y a quelque chose où il faut que je trouve un moyen de soit de le vivre plus sereinement, soit que je trouve un endroit, en fait. Comme quand on se dit, attends, je suis mal assis là sur cette pierre. Regarde, si on se met là-haut, là, il y a de la mousse, on va être trop bien et en plus, on aura une vue d'ensemble. Je suis un peu dans cette démarche de me dire peut-être qu'il faut que je trouve le coin de mousse. J'ai l'impression dans la façon, dans l'échange qu'on a, que t'en es presque convaincu et qu'il te manque peut-être encore quelques petites barrières intérieures qui te disent allez. J'en ai. Bien sûr, le problème avec moi, c'est que j'ai énormément de barrières et que ce qui est fou, c'est qu'avec toutes les barrières que j'ai, je fais quand même des trucs. Mais c'est assez dingue tous les cadenas que je fais sauter à chaque fois. Et comment tu les fais sauter? En me faisant violence, en gros. Mais c'est pour ça que cette violence, quand elle est mal reçue ou quand elle est pas reçue telle que je pensais qu'elle serait reçue, c'est un effet boomerang qui est très violent. Et c'est pour ça qu'il faut que je trouve le moyen de peut-être faire péter les barrières dans la sphère plus privée, plus souvent, et en tout cas faire en sorte qu'il n'y en ait plus, pour que quand je divulgue quelque chose, j'ai pas l'impression d'avoir traversé un champ de cadenas pour dire voilà ce que j'ai réussi à sortir. Ça vous plaît? C'est nul, franchement. Quand est-ce qu'ils reviennent les suricates? Et là tu fais je vais te dénuquer, je vais chier dans ton cou. Et du coup la réaction elle est beaucoup trop violente parce que tu dis mais tu sais pas moi comment c'est fou tout ce que j'ai fait là. C'est comme quand je monte sur scène et tout je me mets en danger, je me mets dans des endroits de danger et parfois je regrette et je me dis mais merde pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi on reste pas tranquille quoi? Mais sinon je meurs intellectuellement. Et je crois qu'en gros c'est un peu le problème, c'est un peu comme le casse-cou qui va tout le temps je sais pas, qui va toujours être là où on va dire mec là il y a pas les normes de sécurité, ça fait des flammes là derrière ton pot d'échappement. Il va dire ouais mais je m'en fous, on s'est éclaté non? Et moi il y a ce truc là, sauf que au bout d'un moment ça épuise et on se relève un petit peu moins fort d'un lendemain de cuite. Artistiquement c'est pareil, c'est-à-dire que tu dis peut-être la prochaine fois je vais peut-être un peu structurer un petit peu plus tout ça, mettre un peu de confort à des endroits peut-être un peu bourgeois, mais pour que aussi quand je le livre je passe à autre chose. Là moi à chaque fois chaque projet c'est le projet le plus important de ma vie. Donc, et on le sent sur Papillon et sur Puzzle et sur les sketchs type Jojo et compagnie. On sent que tu mets beaucoup d'énergie, beaucoup d'affect aussi et d'émotion, c'est clair.
Et encore, sur Jojo est détestable, j'ai pu m'appuyer, moi, sur le savoir-faire, la technique et la bienveillance de Stéphane Carlo pour Détestable et de Florent Bernard pour Jojo. Ça a commencé à être vraiment, vraiment encore plus ça pour Papillon. Parce que Papillon, je l'ai produit, j'ai tout fait dessus. Et ensuite, Puzzle, j'ai eu une prod, mais j'ai été à beaucoup de postes, ce qui fait que je lâchais jamais. Ma copine, je pense qu'elle m'a détesté, qu'elle a détesté le projet à cause de ça aussi, parce que je ne pensais qu'à ça en permanence pendant des semaines, des mois, pendant la prépa, pendant le tournage, en post-prod, jusqu'à la sortie. Et pour un court-métrage qui dure 15 minutes. C'est un sujet que je voulais aborder avec toi. Tu penses que dans cette recherche de créativité, il y a un côté aussi destructeur ? Oui, voilà, mais après, c'est toujours pareil, c'est l'impact qu'on fait des choses. C'est-à-dire, si ça te détruit, c'est qu'il y a un truc qui va pas, c'est qu'il y a une mise en distance que t'aurais dû faire, que t'as pas fait. Et si t'arrives pas à la faire, c'est que c'est pas le bon moment pour le raconter. Ouais. Moi, l'exemple de Puzzle, ça a été un exemple flagrant pour moi. J'ai appris en fait, Puzzle, ça m'a épuisé, mais parce que ça m'a appris des choses au-delà de ce que j'aurais pu penser. Ça m'a appris des choses sur moi, sur mes faiblesses, sur mes défauts aussi, humains, sur mon rapport aux autres, sur plein de choses, sur gérer l'humain, Enfin, ça m'a appris énormément, mais ça m'a appris aussi quelque chose, c'est que quand on parle de quelque chose d'aussi intime, d'aussi personnel, peut-être que parfois, vaut mieux attendre un petit peu avant de vouloir absolument les raconter, de se battre avec les éléments pour le raconter. Je pense que Puzzle a la qualité d'un objet brut et le défaut justement d'un objet brut sur ce sujet qui peut être plus nuancé, plus délicat. Ouais. Donc, et après, c'est Raph Descraques qui m'a dit ça, qui m'a dit non, en fait, tu l'as fait parce que t'en avais besoin et tu t'es fait une formidable, qu'est-ce qu'il m'a dit? Tu t'es fait une formidable matière pour apprendre sur toi. Et c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a un truc, justement, quand on parlait tout à l'heure de ce côté profane du premier jet, et dans les premiers jets, il y a des fulgurances. Je crois que j'ai voulu lancer un peu les osselets, lancer les dés dans tous les sens, pour voir qu'est-ce qui existait après tout ça. Parce que c'est aussi un peu ce qu'on ressent quand on vit un drame, on est secoué comme des osselets. Et c'est le fruit de cette secousse qui voit ce qu'il va falloir réparer ou au contraire ce que ça a consolidé sur certains endroits. Là, je l'ai fait un peu comme une première pression à froid pour un jus ou pour une huile d'olive. Puzzle, c'est un peu première pression à froid. Après, je parle de ça parce que le processus d'écriture a été très à chaud. J'ai continué à écrire Puzzle. Je venais vraiment à peine de perdre mon père. Alors que par contre, quand j'ai commencé à tourner, il y avait déjà un peu du temps qui avait passé, mais c'était encore très présent. Et ce côté très présent a fait aussi que j'ai pas réussi à lâcher prise aussi sur certains choix, que j'ai été très exigeant et que ça a pu perturber même des camarades, des gens qui m'aimaient et qui étaient au service du projet. Je suis fâché avec personne, heureusement pour moi, mais ça a créé des tensions, des frustrations, parce qu'ils voulaient absolument m'aider dans ce projet qui était très personnel et ambitieux, et que je ne lâchais rien. Et je lâchais rien parce que j'en faisais un sacerdoce. J'en faisais quelque chose je le rendais, je le dédiais à ma grand-mère et à mon père. Et ça, c'est trop. C'est trop quand c'est au présent émotionnellement, parce que un plateau de tournage doit être chargé de la difficulté de faire un film, doit être chargé de la difficulté du moment présent, de la météo, de j'ai mon équipe avec leur fatigue accumulée, avec tout ça. Mais ils doivent pas, eux, prendre en charge en plus la charge émotionnelle, personnelle, intime, en fait, du projet, parce que ça se télescope, c'est trop lourd à porter. Et je crois que ça, c'est un truc qu'il faudra que j'apprenne, c'est que j'ai pas su les soulager de cette charge émotionnelle pour pouvoir accepter leurs contradictions et leurs conseils sans une espèce de parasite pour moi à une mission plus grande que tout. Et voilà. Donc ça, j'ai appris beaucoup par rapport à ça, mais je suis ressorti aussi en me disant, ok. Alors, est-ce que la mise en scène, ça me plaît ? Est-ce que pourquoi j'ai voulu jouer dans tous les plans, dans toutes les séquences ? Est-ce que je voulais me confronter à ça ? Donc, je me suis confronté à ça. J'ai voulu me prouver des choses en tant qu'homme et en tant qu'acteur aussi là-dedans. Mais c'est aussi comme ça que tu te mets en danger et que tu découvres des choses sur toi-même. Bien sûr, essentiel. Mais c'est aussi parfois comme ça que tu découvres que tu te trompes sur un point tellement fondamental que ça peut remettre en question le tout. Et moi, comme j'étais déjà dans une remise en question assez cyclique, mais qui est revenu d'une manière beaucoup plus avec des fréquences plus rapprochées ces derniers temps. Et je me suis dit, putain, c'est pas bon, tu te trompes de combat, et en même temps, à chaque fois que je prononce le fait que je serai plus acteur, ça me met dans un tourment très profond. Et en même temps, c'est un peu comme ce truc de dire, ouais, mais ça te fait du mal. Alors, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu vois ?
ce truc presque chirurgical, quoi. Ampute-toi de quelque chose et vois ce que ça donne. Mais c'est dur. Voilà, j'ai pas passé le cap encore. Ouais, je comprends. T'as parlé tout à l'heure d'un moment quand même où petit à petit, à force d'essayer, à force d'oser, tu trouves ta patte, tu trouves ton style. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des choses qui t'ont aidé à se trouver ce style ? Qu'est-ce qui t'a permis d'être un peu plus sûr ? De me tromper. En gros, je pense qu'il faut jamais cesser d'essayer de faire des trucs et de se tromper. En gros, y a des parcours que j'admire et qui me font peur aussi pour eux. C'est quand tu as une success story très jeune, que tout réussit, que tout le monde crie au génie très rapidement. Le jour où tu te trompes, où tu te trompes toi-même, en fait, avec ce que tu voulais faire, où tu te perds de vue, ou d'un seul coup, t'essayes un truc avec la même liberté, la même arrogance que les premiers jets, et puis d'un seul coup, les gens font « Ah ouais, non, ça, c'est pas bien ». Et là, la dégringolade, elle doit être très compliquée parce que ton rapport, il est faussé, en fait. C'est-à-dire que c'est pas naturel de tout réussir du premier coup. Dans la vie de tout le monde, dans n'importe quel métier, dans n'importe quelle chose, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt... tu fais d'abord ton chemin de croix. T'es d'abord un enfant qui apprend à ramper, ensuite à marcher, à te mettre debout, à marcher, et ainsi de suite. Et nos métiers, parfois, font l'inversion d'épaule. Tu fais on fait, mais c'est génial, ça. Ça dit qu'on fasse un album de ton éternuement? Mais ouais, bien sûr. Bon, bah, ça y est, c'est parti, t'es sur la stratosphère. Et donc, certains, parfois, prennent peur parce qu'ils disent, mais ils vont se rendre compte à un moment donné que j'ai juste éternué. Tu peux avoir l'inverse aussi, je trouve. Tu peux avoir la personne qui a l'impression de n'avoir qu'éternué, mais en fait, a beaucoup travaillé et beaucoup de talent, et tout le monde lui dit, on va te mettre sur la stratosphère, alors qu'en fait, la personne pense ne pas le mériter. Bien sûr. Mais cette personne-là qui a l'impression de n'avoir qu'éternué, en général, ce qu'elle te propose, c'est vraiment plus qu'un éternuement. Mais pour certains aussi, parfois ils disent je sais pas, j'ai essayé ça, j'ai éternué, ça a cartonné, donc j'ai continué. Et puis le train aussi du succès fait que tu repasses pas par la case te tromper, la case essayer des choses. Voilà, moi je suis content en fait d'avoir essayé plein de trucs à 17 ans, 18 ans, 19 ans, chez moi avec mon pote dans la forêt, à filmer des trucs et tout, à regarder, à voir que 2 ans plus tard c'est irregardable, parce que ça donne un rapport à l'échec aussi qui est différent. Là où moi, je sens que j'ai un rapport à l'échec qui est vachement moins sain qu'avant, c'est parce que je me sens regardé, je me sens observé. Je sens qu'il y a des gens qui ont des attentes. Je le fais pas pour répondre à leurs attentes, mais je sens que quand tu fais une erreur, même si elle est sincère, même si elle est moins grave que de vendre des armes, les gens t'en veulent. Ils ont un rapport émotionnel à ça. Et ça change le rapport aussi à l'erreur, à l'échec. Et comment tu fais, toi, pour gérer ces attentes ? Pour gérer ça, en fait, j'ai la chance de temps en temps aussi d'essayer des bouts de stand-up sur des scènes où là, on a tous mal au ventre dans les coulisses, où là, en gros, tout le monde se met en danger, et finalement, tu dis, ouais, ok, on se met en danger, mais c'est pas si grave. Donc, de temps en temps, je me remets un peu dans ces situations-là de mal au ventre de ce que j'avais quand j'avais 17 ans et que je devais monter sur scène et jouer Antigone de Sophocle. Et où je fais, j'ai peur. Et voilà, de mettre aussi les gens dans de se remettre dans cette situation-là, c'est renouer aussi avec cette sensation pure de juste j'ai le trac et on se regarde avec les camarades, même des gens confirmés, pas confirmés, qu'on fait l'Olympia ou quoi, et on a tous peur. Et je dis ça me reconnecte aussi avec ce rapport à ça, de dire on a tous peur en vérité. Mais ouais, se tromper en fait, se tromper énormément. Moi, je suis content de m'être planté plein de fois. Maintenant, le paradoxe aussi, c'est que depuis que j'ai 17 ans, des gens me disent « Mais toi, tu vas cartonner, c'est un truc de dingue », et que c'est loin d'être le cas. Donc, j'ai un peu ce sentiment de comprendre certaines personnes qui disent « Ouais, j'ai l'impression qu'on m'a dit je t'aime pour qu'on puisse me mettre dans son lit ». Mais au final, il se passe rien derrière. Donc, c'est un paradoxe. Et là, je suis à un autre endroit, mais je pense, se tromper. Apprendre à se tromper, c'est comme apprendre à tomber au judo, quoi. C'est la même chose. En fait, en profiter de pas avoir d'enjeu pour essayer des choses, pour tenter des choses. Parce que c'est comme ça que tu te connais mieux. C'est comme ça que tu sais ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. C'est pour ça que quand on commence ce métier, il faut tout jouer, tout vouloir jouer. Pour pouvoir déjà le faire. Et aussi pour aiguiser son goût, pour aiguiser sa personnalité. Se dire, tiens, j'ai l'impression que ce que je suis dans la vie fait vachement écho à ce genre de personnage. Ça veut pas dire qu'il faut un emploi, mais quand même se connaître un peu, savoir ce qu'on dégage aussi, c'est une manière de savoir aussi comment surprendre. C'est là que c'est magnifique, c'est quand tu as conscience de ce que tu es et que tu le casses ensuite, mais cette casse, elle est maîtrisée.
Mais c'est pareil pour tout, en vérité. Hein. C'est quand on aime une personne, il y a toujours ce moment très fragilisant de se lancer. Donc il y a aucune raison que la création ou que l'apprentissage passe par un autre endroit. On voit dans les médias une image qui est souvent très aboutie du créateur. On a l'impression que ça y est, on a touché à une forme de succès. Et on voit pas tout ce qu'il y a avant. Tu vois, le temps long, le besoin d'affiner son art avant de se faire reconnaître. Et en fait, ça c'est... Exactement. On voit juste le côté miroitant à la fin. Mais c'est essentiel en fait de comprendre qu'il y a un chemin, quoi. Un chemin qui est long et c'est des tests et des étapes. C'est normal aussi, parce que les gens... Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a quand même une fascination pour les coulisses. Je le vois à la télé, les gens adorent voir les coulisses des choses. Donc, mais oui, t'as raison, mais c'est parce que c'est aussi une industrie. Faut donner envie aux gens, faut séduire, faut être un peu dans l'apparat, dans le paraître. Parce qu'une fois que tu délivres quelque chose, ça devient potentiellement pour les gens, ou pour les gens qui veulent le récupérer, un produit. Mais c'est en ça aussi où, si on accepte qu'on est dans un métier artistique, mais aussi industriel, c'est pour ça qu'il faut essayer au maximum. En tant qu'acteur, j'arrive pas toujours à le faire. En tant qu'acteur, on est vraiment au service d'eux, et puis au service parfois de juste faut gagner sa vie. Mais c'est pour ça que je parlais de l'écriture tout à l'heure et de la réalisation, c'est que comme c'est quelque chose qui vient pas de moi en premier lieu, quelque chose qui est plus laborieux chez moi, alors autant que ce soit pour divulguer quelque chose le plus sincère possible. Moi, j'ai pas assez fait quelque chose, c'est que j'ai pas assez fait justement ce caractère superficiel du métier, c'est-à-dire la séduction professionnelle, d'arrondir tout le temps les angles pour passer partout, etc. T'as le mérite au moins de ne pas t'être dénaturé et d'avoir suivi quand même une ligne. On parlait d'intégrité, mais c'est ça. C'est tu respectes aussi quand tu te regardes le soir dans ta glace, t'as respecté ta ligne, quoi. Bah, ça dépend. Justement, en tant qu'acteur, je me regarde pas toujours dans les glaces en me disant que j'ai respecté ma ligne. Mais je l'accepte aussi parce que je me dis, bah, comme je suis pas non plus une énorme star, j'ai fait aussi ce que j'ai pu parce qu'il faut bien gagner sa vie. Quand c'est ton art, quand c'est quelque chose pour lequel tu brûles depuis que t'es gamin et tout, c'est compliqué de pas le faire toujours avec l'intensité au moins du rêve que t'avais quand t'étais gamin. Et donc tu fais tout pour te rapprocher le plus possible de ton rêve, de l'ambition que t'avais, de tout ça. C'est où est-ce qu'on place son ambition, où est-ce qu'on place son exigence par rapport à ça. Ouais, et on a, je trouve, tous en tant que créateurs, chacun à son niveau et chacun sur son chemin, mais il y a effectivement une recherche toujours de se dire comment on peut aller de plus en plus dans ce qu'on fait vers des choses dont on est fier. Et effectivement, essayer de la nécessité, je pense qu'on peut l'avoir pendant un temps, et l'idée c'est quand même d'aller de plus en plus vers est-ce que je peux avoir la liberté de faire que des choses dont je suis fier. Bien sûr, et c'est pour ça que moi, à 17 ans, j'ai refusé plein de projets, plein de projets, et jusqu'à même quasiment mes 30 ans. Et dans ma famille, on me disait, mais putain, mais ça fait 5 mois de boulot, c'est une pièce de théâtre et tout. Je disais, ouais, mais si j'ai pas un idéal, en fait, à 20 ans, ou à 17 ans, ou à 18 ans, j'en aurais un quand? C'est-à-dire que ça, c'est peut-être le seul truc que je dirais à 17 ans, à 18 ans, 19 ans, quand on commence le métier, c'est à ces âges-là qu'il faut pas faire trop de compromis. Il faut être humble, faut apprendre, faut voir les endroits où ça sert tes intérêts, c'est-à-dire te dire, ok, c'est pas le truc qui va lancer ma carrière, mais là je vais apprendre énormément et tout. Mais il faut pas non plus se perdre complètement. Faut pas accepter tout et n'importe quoi sous prétexte que c'est du boulot. Faut avoir un peu une envie, une ambition, un idéal. C'est pour ça que quand on peut le faire, autant de temps qu'on peut le faire, tant qu'on n'a pas de bouche à nourrir ou quoi, et même, il faut essayer au maximum d'être proche de ce qui te permet de pas mentir sur ce que t'es. Ça veut pas, si t'adores jouer, je dis n'importe quoi dans une grosse comédie qui tâche, mais que tu t'éclates et que t'as un plaisir non, pas du tout cynique à le faire, génial. C'est un peu le dilemme aussi d'arrêter de mettre en parenthèse ses rêves, quoi. Oui, mais surtout quand tu les as mis entre parenthèses trop tôt. Et que l'effet pernicieux de ça, c'est que tu les as mis tellement entre parenthèses, tellement tôt, que les gens ont perdu de vue quel était véritablement ton rêve. Et se disent, oh, lui, c'est cool parce qu'il a pas une ambition, il se prend pas pour un grand artiste, il se met là où on lui dit de se mettre. Et ça peut créer des décalages qui peuvent rendre malheureux des gens, vraiment profondément. En tout cas, moi, voilà, le conseil que je donnerais, c'est de dire, quand t'es encore jeune, si tu vois que ce qu'on te demande de faire en tant qu'acteur, ça te met mal à l'aise, que t'as honte parce que c'est pas du tout ce que t'as envie de défendre et tout, fais un petit boulot. Si en fait la seule raison pour l'accepter c'est l'argent, essaye de faire un petit boulot plutôt que de l'accepter pour cette raison-là.
Moi, j'ai une carrière en dents de scie, c'est-à-dire que si c'est comme du fractionné, tu vois, c'est que c'est pas mal pour le cardio, mais c'est pas bon pour les articulations. Et moi, là, ma carrière, elle est un peu mauvaise pour les articulations. c'est que je fais un film Netflix et puis après plus rien. Je fais des sketchs et puis j'essaie de faire mes trucs de mon côté, mais il n'y a pas eu une vague, une dynamique ou un truc. Et peut-être que pour toi, justement, le moment où où la dent de scie va devenir plus des dents de couteau, ça va être le moment où effectivement tu passes encore plus d'acteurs à comment tu peux aller vers ce que tu disais tout à l'heure, quoi. Écrire et produire. Mais après, c'est compliqué, hein. Moi, je sais aussi que être dans les sphères que doivent côtoyer des Tahar Rahim, des gens du Jardin, des Marina Foïs, c'est aussi un autre délire, là. Parce que tu rentres dans un délire de presque comme des membres de gouvernement. Tu représentes le cinéma français, tu représentes une industrie, tu représentes de l'argent aussi. Et ça, tout ça, c'est dur parce qu'il y a la notoriété, il y a attention, là, si pendant la promo t'arrives bourré, c'est pas juste ta gueule que tu mets en danger, c'est tout le film derrière, c'est toute une... Et ça, c'est des pressions que j'ai pas encore à gérer, mais qui doivent être dures à gérer. C'est un autre sport. Et ces gens-là, je pense que quand ils y arrivent, c'est parce qu'ils sont très bien entourés dans leur famille, dans leur cercle personnel, ou parce qu'ils ont des gens avec qui ils ont grandi professionnellement et en qui ils ont confiance. Mais c'est très compliqué. Je sais au moins que si ça me tombe dessus, je serais un petit peu plus armé que si ça m'était tombé dessus à 20 ans. Tu vois, Lino Ventura, qui est évidemment un modèle pour moi, qui est un mec que le cinéma est venu chercher, qui était catcheur, qui avait rien à voir avec ce monde-là, qui avait vécu la misère de ce qu'était qu'être un immigré italien en France et tout. Donc c'était le boulot, le sport et rien d'autre. Et puis il commence à avoir une notoriété en catch et tout, et il y a un film avec Jean Gabin qui se monte, et il cherche un mec pour faire une sorte d'homme de main avec une gueule un peu et tout. Et un match de catch au Veldiv, c'est-à-dire si c'est vieux, puisque le Veldiv n'est plus rien à part un lieu de commémoration. Et donc il est repéré comme ça. Et quand il est arrivé sur le plateau et qu'on lui a dit que donc il allait faire du cinéma, il a dit ouais, moi je sais pas si j'ai envie de faire ça, mais je veux rencontrer Jean Gabin. Et donc ils ont dit oui, mais attendez, oui, bien sûr vous allez le rencontrer, mais il dit non, mais en fait je fais pas le film si je rencontre pas Jean Gabin. Et donc il a rencontré Jean Gabin dans sa loge, ils se sont parlé vite fait 2-3 phrases, et Gabin l'a trouvé incroyablement charismatique et surtout très frontal, et il a demandé un salaire quasiment équivalent à celui qu'avait Gabin. C'est excellent. Ce qui se fait absolument pas. Le mec débarque de nulle part, il est personne à l'époque, et il dit bah c'est vous qui voulez de moi, c'est pas moi qui veux de vous. Moi je reprends mon catch, je fais ma vie. Et de ce jour-là, en fait, il s'est fait respecter. Il a plus jamais été dans des films qu'il avait pas eu envie de faire. Et ce qu'il faisait quand il voulait faire un film, ou quand on lui proposait un film et que ça attirait son attention, il recevait le scénariste chez lui et il faisait des séances de travail ensemble. Il disait ouais, j'ai relu le scénario là, telle phrase, tel truc et tout. Je comprends pas pourquoi il dit ça, pourquoi il fait ça, pourquoi ça. Et il remettait en question. T'as plein de scénaristes, mais des scénaristes de haut vol, qu'on dit c'était dur parce qu'on avait l'impression de passer vraiment un examen. Mais par contre, quand il disait banco à ça, sur le plateau, c'était un soldat. Et ça, j'admire ça, parce que du coup, tu te dis, ouais, le mec a mis une exigence, alors qu'à la base, c'est pas son métier. Il l'a mis tel qu'il mettrait son exigence dans n'importe quelle autre décision de la vie. C'est-à-dire de dire, ok, est-ce que ça défend mes valeurs? Est-ce que ça me ressemble? Est-ce qu'on peut pas aller plus loin parce que ton histoire, elle est super, tu vois? Ça, c'est génial. Et quand t'as ce luxe-là, ce pouvoir-là, qu'on se vexe pas, qu'on te dise pas attends tu te prends pour qui, bah tu fais le rôle ou tu le fais pas, sinon moi je prends Guillaume Canet et Duris, j'en ai rien à foutre. Il y a un truc où tu dis quand t'arrives à cette sphère là, ça c'est le top. Donc c'est ça, c'est être assez insolent pour proposer des choses et assez humble pour savoir que parfois faut fermer sa gueule parce qu'on va apprendre. C'est ça. Il y a 2 questions que je voulais te poser pour terminer notre conversation. Ouais. La première, c'est que je trouve quand on voit le travail d'un créateur, le résultat final, on se rend pas compte forcément tous les doutes qu'il peut avoir tout au long de sa création. Alors je voulais te savoir, Nicolas, est-ce que toi tu as des doutes? Je pense que tu as 1h15 de conversation qui te prouve que oui. Mais ah oui, j'en ai tout le temps. Trop, ouais. Même. Et t'as trouvé des trucs pour les gérer, pour les surmonter? Absolument pas. Je suis le plus mauvais coach de vie possible. Je suis pétri de stress, d'angoisse, de doute, de tout. Et c'est fort d'arriver à faire quand même. C'est la violence que tu arrives à te donner pour faire quand même. Je sais pas.
En fait, tu parles sur quoi? Sur la création pure, pas sur le métier d'acteur? Ouais. En fait, je trouve que le doute a quelque chose d'énormément paralysant. Et de pouvoir, quand on est pétri de doute, comme tu le dis, d'arriver quand même à faire des choses et à créer des choses qui sont qui existent et qui résonnent, c'est fort. Ouais, mais je crois que ça n'existe pas sans. Enfin, si t'as des gens qui ont des certitudes et tu dis bah génial, si ça a marché, c'est trop bien et j'admire ta témérité, on va dire, mais c'est comme l'impatience. L'impatience, ça peut être un obstacle et un moteur pour nos métiers. Et c'est ta capacité à l'apprivoiser. Moi, je sais pas l'apprivoiser. Je sais pas l'apprivoiser. Parfois, le doute m'empêche de faire des choses où finalement, c'est pas si grave, il y a pas tellement d'enjeux. Je sais aussi qu'il y a un endroit où il faut que, avant de commencer à me plaindre d'une certaine condition de mon métier, il y a des choses à débloquer qui vont me permettre de faire plus encore que ce que je fais là. Je sais que là, j'ai envie de quand même de péter un peu l'hymen psychologique, de m'autoriser à aller vers des dimensions plus grandes, c'est-à-dire écrire un long métrage, écrire une série, quelque chose. Je vois tous mes camarades qui le font, et je me dis pas que si eux ils le font, je peux le faire. Je me dis juste que je pense qu'ils ont autant peur que moi, mais ils le font. Donc c'est qu'il y a un endroit de mes peurs que j'ai pas encore assez réglé pour oser dire voilà, je m'appelle Nicolas Bernot et j'ai le scénario d'un long métrage cinéma. Voilà. Et pas juste, c'est un court métrage. Ah, j'ai un concept de série, mais j'ai écrit que le premier épisode et le concept, et j'attends. Et tu vois, je suis là, je propose, et si ça plaît, c'est cool. Et après, je suis là à me dire, ok, donc par quel bout je le prends? Et si ça plaît pas, bah, j'abandonne tout. Et donc, il y a un truc aussi où il faut que j'aille un petit peu plus au bout des choses. Mais ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur structurer aussi l'écriture. C'est que moi, c'est laborieux. C'est comme quelqu'un qui maîtrise pas Word et qui doit faire une mise en page. Ça met 10 fois plus de temps que si tu te confrontes un peu au bordel et que tu vois les raccourcis. Bah là, c'est pareil. C'est que... Enfin voilà, je vais continuer à écrire, je pense, continuer à essayer d'imaginer comment je le vois, et puis je vais voir si dans ce panorama-là, avec mes doutes sur ma carrière d'acteur, je continuerai à jouer dedans. Mais le doute, non, ça t'accompagne toute ta vie, je pense. Je pense que le jour où tu doutes plus du tout, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Ça veut dire que tu te confrontes peut-être pas à ce moment-là assez de danger et assez d'incertitude. Ouais, ça veut dire aussi que t'as personne dans ton entourage qui te fait te poser des questions. C'est vrai, très vrai. Ça aussi, c'est le pire truc qui peut arriver pour les gens qui sont un peu en place, qui sont à des sphères. C'est que ils ont toute une cour de gens autour d'eux qui leur dit plus t'es sûr que tu veux faire ça là? Viens, on va prendre un café, on va discuter, parce que là, tu vois, ce truc-là, bon là, eux, ils osent pas te le dire parce qu'ils te connaissent à peine et que t'es une immense star. Mais moi, je pense que ça, c'est pas toi. Et ça, je pense que moi, pour moi, les grands, c'est qu'ils ont encore dans leur entourage quelqu'un qui fait ça. Et c'est ça qui est compliqué. Moi, par exemple, tu vois, sur Puzzle, j'ai compris que justement de ne pas recevoir à cause de cet endroit trop émotionnel les avis des autres et tout, fait que je me suis aussi empêché d'avoir cette contradiction-là. Je pense que j'avais besoin d'aller au bout de quelque chose, quitte à me planter, pour savoir quelles étaient mes erreurs. Et donc, quels étaient mes potentiels progrès à faire. Là, ce qui est sûr, en tout cas, c'est jamais perdre de vue parmi tes amis la personne qui peut-être parfois te dit pas la chose avec le plus de forme possible, mais qui te le dit parce qu'il t'aime très fort et parce qu'il croit justement en ce que tu es et qui pense que là, te connaissant, ce que tu fais là s'éloigne de ce que tu es. Tu vois. C'est important de garder ces personnes-là. Et moi, je le vois même. Ce qui permet de rester lucide. Bah ouais, complètement. Je le vois, là, j'ai vu un documentaire, enfin un petit reportage sur Dujardin que j'aime beaucoup parce que il dégage un truc, je reviens pas sur la polémique, j'accuse et tout, mais parce que je me suis déjà exprimé sur le sujet. Mais ce que j'aime bien chez Dujardin, c'est qu'il a l'air de prendre plaisir encore dans le métier qu'il fait, et que ça fait du bien dans ces sphères-là de voir des gens qui prennent plaisir et qui n'ont pas l'air obscurcis par tout ça, ou dans des postures un peu sombres et tout. Et pourtant, il a fait des films qui étaient pas forcément très gays et tout. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui le sauve, c'est son socle familial. Il a 3 grands frères autour de lui qui lui ont toujours dit oh, hein. Et ça, c'est hyper important. Et avec beaucoup de bienveillance, justement, pour qu'il reste ce Jean Dujardin super agréable, sympa, avec une aura, un magnétisme dingue. Mais je pense qu'il prend pas la grosse tête parce qu'il a dans ses frères et dans son entourage, dans ses amis, c'est nous, des gens qui font Jean, là, c'est bon, quoi, tu vois.
Et je pense voilà, c'est ça. Il faut essayer de préserver parmi ses amis ou sa famille les gens qui vont être le garde-fou. De pas perdre de vue ce qui fait qu'on aime vraiment faire les choses. Et donc, se reposer la question de la nécessité de pourquoi on continue à faire. Moi, j'admire Michael Jordan, qui est une de mes idoles, évidemment, mais Michael Jordan, quand il a gagné les 3 premiers championnats NBA de suite, donc de 91 à 93 inclus, et qu'il avait gagné tous les titres qu'on peut gagner, olympique, tout ce que tu veux, il a pris sa retraite, en fait. Il s'est retourné vers Phil Jackson, qui était donc son entraîneur, et il lui a dit je veux bien rester, mais qu'est-ce que tu peux me donner comme autre défi? Et Phil Jackson, il avait rien à lui répondre. Donc il est parti, il a pris sa retraite pendant 2 ans, bon, il s'est perdu un peu à faire du golf, du baseball et tout. Et du coup, son nouveau défi, c'était de pouvoir revenir au plus haut niveau après justement cette retraite de 2-3 ans. Ouais. Et je pense que voilà, c'est ça, c'est aussi faire des choses pour se connaître mieux et pour ça laisse une trace. C'est comme faire un enfant. Je pense que faire un enfant, c'est d'abord un truc égoïste, on a envie de vivre quelque chose de fort, avoir un prolongement de soi. Et puis, on se rend pas compte tout de suite, mais les valeurs qu'on lui transmet à des âges clés, quand après il nous les rebalance dans la gueule ou quand il les remet en question, mais qu'ensuite, une fois tout ça stabilisé, il fait le garde-fou de ce qu'on devient, des moments où on vieillit, des moments où on perd de vue certaines valeurs. Je pensais notamment sur des valeurs de tolérance. Des parents qui vont t'inculquer le fait que le racisme c'est de la merde, qu'il faut aimer tout le monde, qu'on est tous de la même planète, etc. Et qui du coup à 50, 60 ou 70 ans, parce que des attentats et tout, vont dire ouais mais bon, moi j'avoue l'islam ça me fait un peu peur. Et c'est là que les enfants ont un rôle à jouer, à dire attends, moi tu m'as pas élevé comme ça, hein. Moi je veux pas entendre ça dans ma maison, hein. Attends, tu m'as élevé à faire ça, si ça et ça, touche pas à mon pote, SOS racisme, tu peux pas parler comme ça, t'as pas le droit. Et les parents d'un seul coup ils font putain t'as raison. Et donc je pense aussi que ce qu'on fait, si ça a une fonction un peu haute que servir parfois ses intérêts, c'est en divulguant et en transmettant quelque chose d'intègre, ça laisse comme une balise pour nous-mêmes et pour les autres de dire voilà ce personnage-là, c'est nous tous ou ça peut nous arriver à tous. Donc parfois on peut s'imprégner de la fiction pour se dire bah voilà j'ai vu tel film, j'ai vu le comportement de tel personnage, ça m'a fait un déclic sur ce qu'il fallait que je fasse dans ma vie. Ça, j'adore quand ça provoque ça. Donc, j'essaye de me dire que, quelque part, ça sert à ça. C'est génial parce que la dernière question que je voulais te poser, et on y est complètement, c'est est-ce que dans le parcours et dans les choses que tu fais, il y a une trace que tu as envie de laisser? Et finalement, c'est celle de... J'ai l'impression que c'est celle de l'intégrité et de l'inspiration de ça que tu peux donner aux gens qui te regardent, quoi. C'est vrai, mais ce qui est très bizarre, c'est qu'en ce moment, je crois que j'ai envie de laisser une trace dans ma vie privée, en fait, de laisser une trace pour les gens qui me connaissent. Mm-hmm. Et comme de toute façon, j'essaye d'être dans ce que je fais un reflet assez fidèle de ce que je peux être, ça transpirera. Mais justement, là, le confinement me dit, c'est quoi laisser une trace, tu vois ? Ça veut dire quoi, tu vois ? Et alors, c'est quoi pour toi ? Bah, j'en sais rien, justement. C'est-à-dire que... Parce que laisser une trace, ça sous-entend qu'on a une importance telle qu'on va laisser vraiment une trace. Ça se trouve, on va tous disparaître. Et l'art avec nous et la culture avec nous. Moi, je m'amusais avec ça, de dire pourquoi il faut que toujours la culture soit exigeante. Parce que, par exemple, pour le théâtre antique, il nous reste très 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 peu d'œuvres de l'époque antique. Grecque ou... oui, grec, parce que c'est le théâtre antique le plus préservé. Et au final, on n'a que quelques auteurs qu'on peut citer de cette période-là. Et par exemple, Aristophane, qui était donc considéré comme un dramaturge plutôt comique de cette période-là, etc. Et je me suis dit, mais si ça se trouve, ça c'est ce qu'on a réussi à préserver. Mais peut-être que ce qu'on a préservé de l'époque, c'est l'équivalent d'un... je dis n'importe quoi, parce qu'en plus je l'ai beaucoup aimé, je l'ai aimé plein de fois sur des trucs. Mais peut-être que j'en sais rien, que c'était peut-être ringard pour l'époque, ces auteurs-là. Il se trouve que non. On voit quand même qu'il y a une puissance quand on traduit, qu'il y a quelque chose qui traverse les âges. Mais imaginons une guerre nucléaire. On retourne à une ère comme ça, désertique. Et puis, en faisant des fouilles, on retombe juste sur René Lataupe. Et que c'est tout ce qui nous reste de toute la musique de l'humanité. Et que les mecs font « Ah, c'était ça les humains ?» Eh ben, putain. Du coup, il y a un truc où je me dis... voilà, peut-être essayons au maximum, sans se prendre pour Sophocle, essayons au maximum en tout cas que de se dire, parce que René Lataupe, si c'était le fruit mais intègre, sincère de quelqu'un qui dit
Non, mais moi j'adore les taupes, j'adore la musique, donc j'ai fait René la taupe. René la taupe, c'était le nom de ma taupe, et je voulais lui rendre hommage avec mignon, j'en doute, mais il y a un truc quand même de, tu vois, je pense que quand tu lis du Sophocle, d'autres auteurs, Sénèque et tout, tu te rends compte quand même qu'ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient dedans, et que si ça nous parvient aujourd'hui, c'est qu'il y avait quand même quelque chose qui était pas là pour blaguer, quoi, qui était là pour essayer de transmettre un truc puissant. Et en plus, on était presque dans quelque chose de religieux à l'époque, sur la démarche de l'écriture du théâtre et tout, donc on n'était pas là pour rigoler. Et je dis pas qu'il faut mettre du sérieux même dans quelque chose de drôle et pas se prendre au sérieux, mais si on met pas un minimum de candeur, d'intégrité, de quelque chose de, pas de candeur, de rigueur, que ce soit quelque chose qui nous anime, qui soit important, ça transperce toujours. Mais voilà. C'est une belle morale. Ouais. En termes de traces, je crois que j'ai envie de laisser la trace de, franchement, c'était un mec cool. Il a fait des choses. C'était un bon gars, voilà. Je crois que c'est déjà pas mal. Si je suis pas une énorme star ou un truc, bien sûr que j'en rêve. Je rêve d'être une star, pas pour la notoriété, pour la liberté dont on parlait, de pouvoir choisir. Tu vois, quand je regarde Ocean's Eleven et la trilogie, je dis, il y a un double plaisir. C'est que c'est du bon grand cinéma de divertissement. Et tu te dis, mais c'est génial. Les mecs sont les rois du pétrole, les rois du monde. Mais ils se font un film de ensemble, potes, quoi. Ils se font un vrai film de potes et ils s'éclatent, mais ils se font un film de potes en mode laisse tomber. Mais ils ont gardé, pour moi, ils transmettent ce truc de truc de potes. Quand ils mettent Matt Damon dans un personnage de mec complètement écrasé, alors que le mec qui a fait Jason Bourne et tout, tu te dis, mais il s'amuse, en fait. C'est génial, en fait. C'est ça. Je rêve à un moment donné de pouvoir m'amuser dans des sphères où quand tu t'amuses, tu construis des cathédrales. Tu vois. Voilà. Et que ces cathédrales-là, elles sont pas là pour asservir le peuple. Elles sont là pour créer un endroit où quand tu reviens dedans, tu fais « Ah, putain, je m'éclate, c'est trop bien. » Je trouve que c'est une très belle conclusion. Voilà. Et juste, merci beaucoup pour cette discussion. Ce que je voulais te dire, c'est juste, moi, voilà, on est en 2020, moi je rêve de voir un Nicolas Bernot qui se bat encore, quoi, pendant 10-20 ans pour arriver à toucher ce qu'il a envie de toucher, et peut-être que tu le toucheras d'un doigt, de 10, peut-être avec tes pieds aussi, mais en tout cas, go, quoi. Moi je rêve de voir ça. Adorable, donc, c'est adorable. J'en sais rien, je promets rien, je sais pas. Mais non, mais continue en tout cas, avance et voilà, je sais pas, c'est très simple, mais juste, voilà. Peut-être que tu te rendras compte d'autres choses sur le chemin, mais en tout cas, continue à creuser. Bah merci beaucoup, merci. Merci à toi, merci beaucoup. Bah salut, bisous. Salut Nicolas. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a beaucoup plu. C'était un vrai plaisir pour moi d'interviewer Nicolas Bernot, quelqu'un que je suis depuis de nombreuses années. Premier épisode aussi enregistré en confinement à distance, donc voilà, j'espère qu'il n'y en aura pas de 10 comme ça, parce que ça fait un interview un peu différent, mais ça s'est plutôt très bien passé et la qualité du son était vraiment au rendez-vous, donc je suis très content. J'espère que vous avez comme moi beaucoup appris en écoutant l'épisode. Si ça vous a plu, parlez-en autour de vous, rejoignez la liste des gens qui reçoivent l'email dont je vous parlais au début de l'épisode, et puis mettez-moi une petite note sur Apple Podcast ou un abonnement sur Spotify. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute et puis à la prochaine.